Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. Tout d'abord, les titres à la une, puis de réactions suite au décès de l'ancien président Jean-Claude Duvalier samedi dernier. Des victimes de son régime dictatorial déplorent qu'il n'ait pas été jugé pour ses crimes. Jean-Claude Duvalier a-t-il droit à des funérailles nationales? Oui, ce comme tout ancien président de la République, ambassadeur et président de l'Assemblée nationale, rappelle le professeur de droit international Henri-Robert Sterlin. Ouverture des tribunaux à la Cour de cassation ce lundi, l'occasion pour le président Martelly de déplorer les problèmes affectant le système judiciaire haïtien et de souhaiter que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'accordent pour corriger les dérives. Poursuite de la série de consultations entamées par le chef de l'exécutif avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de parvenir à une issue à la crise préélectorale. Ce lundi, Michel Martelly a rencontré les patrons de médias et des représentants d'organisations de journalistes. Et puis la journée mondiale des enseignants, c'était ce 5 octobre, l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de souligner des avancées significatives dans le traitement du personnel enseignant. Lancement de la semaine des filles, en prélude à la journée mondiale des filles prévue le 11 octobre prochain. Initiative du ministère à la condition féminine de concert avec l'UNICEF et l'ONG internationale CARE. Commémoration de la journée mondiale de l'habitat, auteur du thème Voix des quartiers, améliorer les conditions de vie, à l'initiative de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLPB, en partenariat avec ONU Habitat et d'autres partenaires. Et puis, dans l'actualité internationale, au Brésil, Dilma Rousseff et Aécio Neves sont les deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle qui se tiendra le 26 octobre prochain. Premier cas d'Ebola confirmé sur le sol espagnol. La malade est une aide-soignante espagnole qui avait traité 2 missionnaires morts de la fièvre hémorragique dans l'hôpital Carlos à Madrid. Voilà pour les titres. À tout de suite. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueillir grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo porté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement du journal. L'ancien président de la République d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, a rendu l'âme le samedi 4 octobre dernier dans une résidence privée à Pétionville suite à une crise cardiaque succédant à son père, François Duvalier, autoproclamé président à vie en 1971. Celui qui a été surnommé Baby Doc a maintenu le pays dans la terreur d'un régime répressif durant 15 ans. De retour au pays après 25 années d'exil, Jean-Claude Duvalier était poursuivi par ses victimes pour crimes contre l'humanité. Michel Depayen nous dresse le portrait de celui qui fut le plus jeune président au monde au moment de son installation comme chef d'État. Né à Port-au-Prince le 3 juillet 1951, Jean-Claude Duvalier est âgé seulement de 6 ans quand son père devint président d'Haïti à la suite des élections du 22 septembre 1957. Ceux qui connaissent Baby Doc et le suivent de près le décrivent comme un jeune garçon timide et introverti. Un portrait qui semble contraire à l'étiquette de coureur de jupe que la rumeur publique lui collera plus tard. Pendant son adolescence et les premières années de sa vie adulte, Jean-Claude Duvalier est un passionné des voitures de course et excelle dans l'art du tir. C'est à la fin de l'année 1970 que Duvalier père commence à initier son fils aux affaires de l'État. Le 2 janvier 1971, durant sa traditionnelle adresse du jour de l'an, François Duvalier fait connaître publiquement son intention de désigner son fils Jean-Claude Duvalier comme son successeur. Le 22 avril 1971, Jean-Claude Duvalier prête serment et devient le 41e chef d'État haïtien. Avec le titre de président à vie, il vit dans le faste et l'opulence. En 1980, le jeune dictateur se marie à Michelle Bennett, fille d'un membre de la bourgeoisie marchande des mulâtres. Le couple a 2 enfants, un garçon du nom de François Nicolas et une fille prénommée Ania. Jean-Claude Duvalier conservera le pouvoir jusqu'en 1986 avant d'être renversé par une révolte populaire. Il s'envole pour la France où il passe 25 ans. À la surprise générale, Baby Doc revient en Haïti le 16 janvier 2011, visiblement affaibli. Dès son retour, Jean-Claude Duvalier fait face à des poursuites judiciaires. D'anciennes victimes de son régime dictatorial l'accusent de crimes contre l'humanité. La santé du fils de Papa Doc, diabétique, est précaire. Alors que son conseil de défense le représente, Jean-Claude Duvalier mène une vie tranquille. Il s'applique aussi à renforcer son parti politique, le parti Unité Nationale. Jean-Claude Duvalier fait aussi des apparitions publiques en toute quiétude. Aucun procès n'a pu être organisé contre l'ancien dictateur jusqu'à sa mort, le samedi 4 octobre 2014. La présidence se dit attristée par le décès de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Dans une note, le président Michel Martelly a exprimé sa tristesse concernant le décès de l'ancien président d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, qui a dirigé le pays de 1971 à 1986. Au nom de l'ensemble du gouvernement et du peuple haïtien, je profite de cette triste circonstance pour transmettre mes sincères sympathies à sa famille, à ses proches et à ses partisans à travers le pays. Lit-on dans cette note, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, Jean-Claude Duvalier a droit à des funérailles nationales en tant qu'ancien chef de l'État. L'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui réagissait sur le décès de l'ex-président Duvalier, dit regretter que la justice n'ait pas complété son cours et qu'il n'ait pas eu à répondre de la corruption systématique et des crimes graves commis sous son régime. Michaëlle Jean a déclaré avoir toujours eu la conviction que la vraie réconciliation et la concorde nationale ne pouvaient venir que d'un devoir de vérité. En ce jour, je pense d'abord aux victimes de tant de brutalité et au pays d'Haïti tout entier qui
qui a rudement souffert de ces années de malheur, d'affronts graves au droit, aux libertés et à la démocratie. Il nous faut tous tirer clairement les leçons de ce sombre chapitre de l'histoire, a dit Michaël Jean. Toujours en ce qui concerne ce dossier, l'ancien président Jean-Claude Duvalier était une victime de son régime. C'est ce qu'estime Henri Robert Sterlin. Le professeur de droit international a révélé que 2 ans avant la fin de son départ pour l'exil, Jean-Claude Duvalier ne prenait déjà aucune décision relative à la gestion du pays. Encore le professeur Sterlin, Baby Doc, était mené à la baguette par les femmes de son entourage. Henri Robert Sterlin intervenait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Il répond à Ronald Desormes et Tamara Ouyangaro. La science politique sont affaires, comme dit Machiavel, manger pour ne pas être mangé. Parce que Vigo, en 1972, il fait monter le pouvoir, parler à sauter en bas contre lui. 100 000 pour voter contre lui. Bon, pas monter dans le détail, parce que les gens là qui vivent. Monsieur, on a fait monter, parler à sauter en bas contre lui. Bon, maintenant, l'autre bagaille. Je compte pendant 200 jours, pas président. C'est mon chef d'État. Il n'a pas bon. Tout le monde compte ça. Ah, mon cher, signer ça, moi. Je compte signer ça, non, signer ça. Ou pour comparer. Je vais l'obliger de comploter pour mettre un bon dehors. Intrigue de palais. 1982, il y a une terrible maladie qui est pire que le cancer. Je dois aller rentrer tout mourir là, mais nous là. D'abord, Didier Le Boite dit, Jean-Claude Duvalier, retourner dans le pays pour achever ses jours. Bon, en pile, nous avons un pile monde. Parce que le combat qui arrive dans Duvalier, le gouvernement, ça a un pile gros secret là-dedans. Moi-même, je n'ai pas de gros secret. Par exemple, c'est pour tout bitan, monsieur. Homme de confiance, il va aller. Chaque moment, je parle avec moi. Chaque jour, je pose monsieur question côté François Duvalier est enterré. Monsieur refuse de dire. Il n'est qu'un bon mourir en 2006. Comme mon nom, il n'a pas jamais dit. Et c'est Nexayo qui fourrait monsieur côté le fourré là. Tout ancien président de la République, ambassadeur et ancien président de l'Assemblée nationale a droit à des funérailles nationales, rappelle Henri Robert Sterlin. Selon le professeur de droit international, si la justice haïtienne ne l'a pas condamné, Jean-Claude Duvalier a droit à tous les honneurs dus à son ancien statut. Suivez les explications de Henri Robert Sterlin. La diplomatie, vous étudiez les protocoles et cérémoniales. Tous les hommes qui occupent de hautes fonctions telles que président de la République, ambassadeur, qui a un titre, son excellence, président Assemblée nationale. Par exemple, si Dera mourit là, ou obligé de finir national, quel que soit le gouvernement, si le gouvernement communiste, bon, communiste, quel que soit le gouvernement, obligé de finir national, parce que ça rentre dans le protocole et le cérémonial. Non, en seconde. Dera, c'est peut-être un président Assemblée nationale qui est encore en fonction. On dit le cas de, bon, excusez-moi, par exemple, déjà Bélisaire, ou bien on prend le cas de Thomas 18 ans. Ce n'est pas fonction dans les médias, non? Député passé dans la charge là. C'est la charge et la fonction qu'on connaît. Non, mais en matière de on protocole. regarde les questions de ça. Je dis, Jean-Claude Duvalier était fait objet de plusieurs plaintes judiciaires, il était gagné des démêlés avec la justice. Est-ce que ça n'a rien à voir. La justice peut dire ce qu'elle veut, tout autant qu'il n'y a pas rendu de jugement. Autre point, cérémonie d'ouverture des tribunaux à la Cour de cassation à Frères ce lundi, en présence notamment du président de la République Michel-Joseph Martelly, d'autres officiels du pouvoir exécutif et de représentants du corps diplomatique. C'était l'occasion pour les représentants de la justice de dénoncer les dérives enregistrées dans le système judiciaire haïtien. Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Thierse Mallette, insiste sur la nécessité de faire fonctionner le système judiciaire en toute indépendance. Reportage Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Cette rentrée judiciaire a été riche en critiques portant sur le fonctionnement du système judiciaire haïtien. Conduite par Maître Anel Alexis Joseph, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, cette cérémonie de réouverture des tribunaux a servi de prétexte pour rappeler aux magistrats, greffiers et avocats l'importance de leur travail dans le renforcement de la démocratie. Dans son analyse sur le mauvais fonctionnement du système, Anel Alexis Joseph a souligné que pour l'année 2013-2014, le CSPJ a réalisé d'importants progrès. Cependant, le numéro 1 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
dénoncent la corruption qui caractérise certaines juridictions. Une situation qui, à son avis, est souvent liée au manque de moyens des magistrats. Honorables magistrats de toutes les juridictions du pays, nous devons agir. Il est tout à fait inadmissible qu'un juge de paix qui entend une affaire civile garde le dossier dans ses tiroirs et ne rend pas sa décision pendant des mois, alors que la loi lui fait obligation de le faire dans un délai de 8 jours. Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Thiers Mallette, a lui aussi peint un tableau sombre du fonctionnement de l'appareil de justice du pays. Pour Maître Mallette, l'indépendance de la justice passe par le renforcement de la police. La réforme de la justice nécessite également un renforcement de la capacité de la police, plus spécialement de l'administration pénitentiaire, placée sous sa tutelle, à qui est incombée la lourde tâche de garder un lieu sûr et aux ordres de la justice. Pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, le problème ne rapporte pas seulement à la corruption des magistrats, avocats et greffiers. Carlos Hercule évoque la nécessité de freiner la pullulation des écoles de droit, souvent non reconnues par l'État dans le pays. L'indépendance du pouvoir judiciaire est matérialisée par l'existence d'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des juges. Lisons-nous à l'article 2 de la loi sur le statut de la magistrature. Soulignant que la justice doit être l'affaire de tous, le président du CSPJ appelle les magistrats à exercer leur métier en ayant à cœur d'accomplir leur devoir, qui consiste à rendre justice. Le président de la République, qui participait à la cérémonie d'ouverture des tribunaux ce lundi 6 octobre à la Cour de cassation, a rappelé que l'État de droit constitue l'un des piliers de son administration. Michel-Joseph Martelly a déploré les problèmes enregistrés dans le système judiciaire haïtien et dit souhaiter que les trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, s'accordent pour corriger les dérives. Michel Martelly. Le problème de la langue, les procédures, sont autant de défis à asseoir une culture de justice de notre société. Aussi a-t-il besoin de rappeler que dire le mot du droit et rendre la justice demeure un service public. Cette noble mission ne saurait en aucun cas faire l'objet de discontinuité. C'est un exercice permanent. Voilà pourquoi, tout en restant à l'écoute des revendications légitimes des magistrats ayant trait à leurs conditions de vie, je salue la décision de la corporation de continuer à rendre justice à qui la justice est due. Nous nous sommes évertués au cours des 3 dernières années à refonder la justice en tant que système de responsabilisation de soi et de refondation des liens sociaux. Mesdames, Messieurs, membres du CSPJ, Mesdames et Messieurs les magistrats, citoyens et citoyennes, l'engagement de tous est nécessaire pour la construction d'une nouvelle culture de responsabilisation et de refondation des liens sociaux. Le représentant de Port-de-Paix à la Chambre basse, le député Louis Tsamio François, reconnaît que le système judiciaire haïtien n'était pas au meilleur de sa forme durant l'année judiciaire 2013-2014, tout en espérant que la justice soit distribuée de manière beaucoup plus équitable par cette nouvelle année. Le député François en a profité pour fixer ses positions sur la détention préventive prolongée. Il espère que ce problème soit adressé à la base. Un extrait des déclarations du député Louis Tsamio François au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Tout le monde a prévenu dans le pays que la justice est une justice qui est malade. C'est une justice qui est décriée par la population haïtienne. Nous-mêmes, pour nous souhaiter que juges prennent responsabilité, les magistrats debout, les magistrats assis prennent responsabilité. Et nous souhaitons aussi que le gouvernement, d'une manière spécifique, d'une manière spéciale, il prend responsabilité pendant que la permettre que des gens qui sont dans le système qui peuvent nommer, ils nomment. Des gens qui sont dans le système judiciaire là, qui peuvent gagner un chèque, qui peuvent toucher, ils toucher, pour empêcher cassure, pour empêcher que les juges et magistrats assis
et magistrats debout, et petit personnel, il n'y a pas gagné, il y a même tout une mauvaise conception de la justice. Attaquer nos nouvelles années, pour l'instant, nos nouvelles années, d'abord, c'est chita avec juge qui est présentiel, faire une évaluation dans tout tribunal de paix, dans tout tribunal civil, dans toute cour d'appel, dans toute cour, pour nous garder effectivement côté gain vidéo, pour nous garder ensemble avec l'exécutif, côté nous combler et permettre effectivement qu'on ait des idées à l'EA, j'ai un problème ça à résoudre. Si toutefois, nous pas moyen problème dans la racine, nous pensons que nous ne pouvons pas aller nulle part. Il faudra aller dans la racine, pendant que nous venons avec des formations pour les juges, des formations pour les cadres qui sont dans ce système-là, et ensuite payer les juges bien, payer à l'heure. Nous pensons que nous allons aller dans ce sens-là, nous faisons un gros pas, et d'après que ce système-là va passer. Je le disais en titre, le chef de l'exécutif poursuit sa série de consultations entamée le 22 septembre dernier avec les différents secteurs de la vie nationale. L'objectif, parvenir à une issue à la crise préélectorale. Ce lundi, Michel Martelly s'est entretenu au palais présidentiel avec des patrons de médias réunis au sein de la NMH. Et l'AMI, le président, a également discuté avec des représentants d'organisations de journalistes dans l'association des journalistes haïtiens AJH. Suivez les précisions de Guilherme Sedelva et d'Ali Valère recueillies à l'issue des échanges au micro de Jasmin Denis. Dans SOS Journalistes, nous discutons avec le président et nous très clairs, nous-mêmes, nous très clairs. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une élection dans le pays. Et nous pensons qu'il y a des décisions pour prendre pour l'élection faite. Quel que soit le monde, parce qu'on va toujours dans des gens qui veulent l'élection, pas l'élection. Mais étant donné qu'il faut qu'il y ait l'élection faite, le président de la République, le gouvernement et toute l'autre instance qui est concernée, ont une responsabilité pour assurer que l'élection faite le plus rapidement possible. Il supposé recontinuer les consultations avec moi parce que de toutes les façons, il faut sortir de la crise là. Bon, moi personnellement, je ne sais pas mois de janvier est en crise, moi c'est une opportunité. Une opportunité pour les Haïtiens, chita ensemble et pas oublier les propositions maintenant. Il y a une démission président Martelly là-dedans, il y a un renvoi du Parlement, il y a une nouvelle constitution et je discute de tout ça avec le président. Réagissant sur la conjoncture politique actuelle du pays, le bâtonnier de l'ordre des avocats Carlos Hercule rend l'exécutif et le législatif responsables de la non-réalisation des élections dans le pays depuis 2011. Carlos Hercule prédit que si rien n'est fait pour résoudre la crise politique, le pays connaîtra une catastrophe au-delà du deuxième lundi du mois de janvier 2015. Carlos Hercule. Suivant la théorie de la responsabilité, l'exécutif est responsable de n'avoir pas pris toutes les dispositions pour le renouvellement du premier tiers du Sénat en 2011. Le Sénat aussi n'avait pas exigé la tenue d'un tel scrutin indispensable à son fonctionnement. S'il vous est donné de réaliser un projet dont le profit serait d'1 million de dollars, avec votre pire ennemi, que feriez-vous? Que feriez-vous? Cette question est pour vous, Monsieur le Président de la République. Cette question est pour le groupe des 6 sénateurs de la République. Cette question est pour les durs de l'opposition. Haïti n'est pas une monnaie. Elle vaut davantage. Haïti est la somme de tous les citoyens et ont donc un peu d'égard à son sujet. Nous devons changer de comportement à son endroit. Si rien n'est fait de raisonnable, avec sincérité, au deuxième lundi de janvier 2015, nous serons 10 millions de victimes, car dans cette épreuve de force, dans cette catastrophe qui s'annonce, il n'y aura pas de gagnant. Toujours à propos des élections, soulignant que le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu vendredi au téléphone avec le président Michel Martelly. John Kerry a exhorté une fois de plus le chef de l'État haïtien à organiser les élections dans le pays. Le secrétaire d'État américain dit encourager les efforts du président Martelly pour réunir tous les acteurs politiques haïtiens autour de la table du dialogue en vue d'une issue à la crise préélectorale.
L'organisation d'une nouvelle série de négociations par le président Michel Martelly en dépit des difficultés qu'il a rencontrées lors des précédents témoignages témoigne de sa bonne volonté d'organiser les élections le plus tôt possible en Haïti. C'est le discours du député Louis Samio François, proche du régime en place. Une fois de plus, le député se positionne en faveur d'un dialogue franc qui, à son avis, constitue le seul moyen de sortir Haïti de l'impasse. Le député Louis Samio François s'exprime au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. C'est là encore, on a parlé d'extrémistes. Nous disons pas d'extrémistes de droite, nous pas d'extrémistes de gauche. Le fait que le président de la République a initié ces genres de rencontres, c'est quelque part, quel que soit le monde qui a regardé, l'a dit que le président gagné animé d'une volonté, d'une très bonne volonté. En plus, on a étudié le constat. Constat tout, il y a des gens qui ont dit que le président n'a pas de bonne volonté. Mais nous-mêmes, de notre côté, nous-mêmes nous disons, nous clairs de notre côté, le président, lui-même, il a une bonne volonté, le fait que l'initié, genre de rencontre ça, pour le rencontrer avec le groupe des 6, pour le rencontrer avec des partis politiques, pour le rencontrer avec des personnalités et dans le pays, même passer là encore une fois, c'est une très bonne volonté. Encore nous-mêmes nous dit, nous pour la négociation, nous pour l'unité, nous pour l'entente, pour au moins, crise ça nous estimer peut-être qui a fait pays en pile mal, crise ça nous estimer que population haïtienne a souffert de lui en pile, nous dit, faut nous chita pour une solution à l'haïtienne, une solution définitive qui permettre que le pays ait sourire économique, sourire démocratique. Le représentant de l'île de la Gonave à la Chambre des députés, Begens Teus, dit ne pas marcher dans la logique voulant que le président Martelly dirige le pays par décret au cas où le Parlement serait devenu caduc. Il faut que les élections soient organisées pour éviter au pays de plonger dans le chaos dès le deuxième lundi de janvier 2015, selon ce qu'il a martelé. Ces précisions au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Bien sûr, il y a un paquet de propositions qui sont sous table. Mokrena a clairement exprimé une position dans date 8 que nous disons dans notre invitation que nous baillons à la presse. Mais en ce qui nous concerne au niveau du Parlement, nous gagnons façon que nous comprenions la réalité. Nous comprenons que l'élection doit être faite. Nous, dans Mokrena, c'est pour ça que nous exprimons clairement vœu à ce qu'il y ait des élections dans le pays pour que deuxième lundi de janvier, donc nous pas tomber dans le chaos et puis nous pour ce que pas gagner direction ou bien gestion paysan qui fait par décret. Donc voilà pourquoi je pense que Mokrena pour dialogue, pour négociation franche qui est capable de déboucher sur une véritable sortie de crise par rapport avec ça qui est censé représenter goulot qui empêchait l'élection faite. 8 octobre 1998 et 8 octobre 2014, bientôt 16 ans d'existence pour le mouvement chrétien, pour une nouvelle Haïti Mokrena, pour le député Begens Teus, élu sous la bannière de ce parti politique. Il y a lieu de parler d'un bilan très appréciable. Le parlementaire estime que son parti politique d'origine chrétienne est à pied d'œuvre en vue de parvenir à l'établissement de la nouvelle Haïti telle que prônée. Begens Teus est au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Il y a le député Sadrak Dieudonné qui passait de présentation. Il y a votre serviteur Begens Teus. Il y a la collègue Ogline Pierre, trois députés qui élus en bas bannière Mokrena et qui étaient fidèles, qui étaient attachés à Mokrena. Contribution député Sao dans la 49e législature, c'est déjà en plus. Pas besoin de parler ni de moi, ni de collègues Sadek, ni de collègues Ogline, qui c'est des mokrenistes, des députés du Mokrena, fidèles à Mokrena, mais la presse, l'opinion en général, capable de rendre compte du travail que nous faisons dans le Parlement, le jour que les chrétiens décident activement impliquer dans la gestion de la République, la gestion du pays. Donc c'est certain que le modèle que nous offrons, soit au niveau d'Elma, soit au niveau de l'autre collectivité territoriale, soit au niveau du Parlement, donc je crois que c'est en termes de représentation, en termes de valeur, et je pense que j'y à privé, effectivement, on voit à travers toute l'administration publique la capacité et la moralité au pouvoir. Autre nouvelle, importante rencontre ce lundi entre le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Laurent Salvador Lamotte,
et le conseil d'administration du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, composé des ministres des Affaires sociales et du Travail, de l'économie et des finances et du directeur général du FAES. Selon Laurent Salvador Lamotte, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement en vue d'aboutir à une réduction significative de la pauvreté dans le pays. Laurent Salvador Lamotte répond à Esaü César et Wendy Henry. C'est une opportunité pour nous passer en revue et construction plus que 106 l'école qui a construit en même temps qui pour livrer avant l'année prochaine. Et puis c'est une opportunité tout pour que nous fassions une révision de programme des peuples là. Ensuite pour nous approuver le budget 2014-2015 FAES là et pour nous évaluer certains projets que FAES a fait. Et donc c'était une excellente rencontre que le directeur général FAES a fait une excellente présentation. Et le ministre des Finances a participé tout, le ministre des Affaires sociales là, et certains membres du secteur privé, pratiquement le ministre paysannerie et le directeur général CEMEP là tout, qui c'est tout le monde du conseil d'administration. Donc nous avons une excellente rencontre qui montre que FAES lui-même a envie, FAES a bien travaillé et il continue besoin de support tout. Et nous demandons de faire de toi ajustement tout, par exemple standardiser l'approche, par exemple si on a fait des marchés, si on a fait de l'école, on standardise l'approche là pour que le coût soit capable de réduire. Et puis après ça, que le délai d'exécution est capable moins. Donc, il va prendre ça en compte. Ensuite, nous allons prendre l'expertise, faire l'expertise dans l'appui à un pile projet agricole, par exemple. Donc, nous demandons de mettre l'expertise à service différents plans que le gouvernement a fait. Les plans spéciaux, le gouvernement Nakayo. Le Premier ministre haïtien a effectué une visite dimanche dans certains quartiers populaires de la capitale tels Solino, Roif Jérémy, Cité Soleil et Delma 2. Selon Laurent Salvador Lamotte, cette série de visites participe de la volonté de son administration de se rapprocher de la population qui, souligne-t-il, vit dans des conditions très précaires. Une occasion, précise Laurent Salvador Lamotte, de recueillir des informations relatives aux différents besoins urgents des communautés très vulnérables. Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et Wendy Henry. Des centaines de projets qu'a fait à travers le pays. Nous avons des centaines de programmes d'accompagnement que nous avons. Mais pour que l'accompagnement soit capable efficace, eh bien, il faut que nous-mêmes, ministres, premiers ministres et tout, eh bien, nous allons en dedans peuple là pour que nous entendions doléances et pour que nous soyons capables de mener tout des solutions. Plan spécial Bel Air Delma 2. Et c'est un superbe centre. Il y a 56 000 personnes qui vivent en battante. Donc, avec le programme 16-6, le gouvernement nous réussit relocaliser les gens. Et nous avons un plan d'ensemble que nous avons fait dans la zone Boenfield là avec le gouvernement vénézuélien. Mais ça, c'est le gouvernement haïtien qui va travailler sur une sorte de rénovation d'espaces sportifs, espaces culturels, espaces de jeu. Parce que le amphithéâtre qui n'est pas jamais fini, qui est inachevé. Il y a des terrains de jeu, il y a des terrains de football. Bon. Ensuite, nous allons visiter le projet d'avancement à l'aéroport Guimalaria qui a bien avancé, qui a paré pour l'inaugurer en janvier, fin décembre, début janvier. Et ça, l'a doté Haïti, on l'autre fois encore, dans l'autre aérogare moderne, mais ça, c'est pour vol locaux et vol privé. Et justement, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte laissera le pays ce mercredi à destination de Washington aux États-Unis pour participer à une rencontre avec des bailleurs de fonds internationaux et des responsables de la Banque interaméricaine de développement. Laurent Salvador Lamotte en profitera pour agiter la question du choléra en Haïti et l'implication présumée de la MINUSTAH dans la propagation de cette épidémie qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes chez nous. Laurent Salvador Lamotte répond à Esaü César et Wendy Henry. Nous avons une réunion de bailleurs de fonds à Washington qui réunion ça est organisée par la Banque mondiale avec une série de bailleurs de fonds tels que la Banque interaméricaine de développement, USAID, enfin tous les bailleurs que nous connaissons déjà pour que ils penchent sur le problème de l'eau avec assainissement, le problème choléra dans un pays qui côté que 3 familles haïtiennes souffrent dans la question ça. Donc nous demandons venir avec une solution, venir avec financement une solution. Et pour nous, donc nous allons gagner pour nous faire une présentation, nous état des lieux et puis un plan tout que le ministère de la Santé a lui-même mis sous pied pour
éradiquer le choléra dans le pays. Avec ça, qu'on a là, demandé ministre santé à tout près toute disposition pour que, eh bien, on suivi capable bail et il a demandé 310 millions de dollars américains pour que nous capables d'investir dans la prévention de non seulement maladie choléra, mais toutes différentes autres épidémies maladies qui découlaient de l'eau qui n'est pas potable, de l'eau sale. Donc c'est traitement de l'eau, de l'eau potable et puis assainissement à travers les communes qui sont plus affectées en phase 1 et en phase 2, tout le reste communes qui étaient affectées par le choléra en phase 2 et en phase 3, c'est ensemble programme et de l'eau avec assainissement en un pays. On observe une nouvelle pause à ce journal, on vous revient dans un instant. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez livre pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez livre pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
On va parler éducation dans la seconde tranche du journal. La journée mondiale des enseignants, c'était ce 5 octobre. À l'occasion, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé un déjeuner de travail avec les représentants de la plateforme des syndicats d'enseignants ce lundi à l'École nationale de la République des États-Unis. Dans son message de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a souligné des avancées significatives dans le traitement du personnel enseignant. Selon Nesmi Maniga, le budget de l'éducation a augmenté de 10% pour ce nouvel exercice fiscal et 5% du PIB a été investi dans l'éducation. Le titulaire du ministère précise également que le salaire de base des enseignants a été revu à la hausse. Nesmi Maniga au micro de Tom Dumont. L'avancée que représente pour vous l'arrêté signé par le Premier ministre, Son Excellence M. Laurent Savano-Lamotte, portant statut particulier des personnels éducatifs, est une conquête significative pour la revalorisation du métier d'enseignant. Cela s'est traduit entre autres par le relèvement salarial d'avril 2014, touchant plus de 27 000 enseignants du secteur public. Quoique encore faible, il a permis une augmentation de plus de 40% du salaire minimum de l'enseignant du secteur public, qui est passé de 9 250 gouttes à 13 000 gouttes mensuellement. Certes, beaucoup reste à faire dans ce domaine, quand on sait qu'il faudrait en plus régulariser la situation de plus de 7 000 enseignants du secteur public qui n'ont pas intégré le système éducatif selon les normes de la fonction publique et pour lesquels le gouvernement a dû émettre tardivement des lettres de nomination pour qu'ils commencent graduellement à émarger au budget de l'État. En effet, il convient de souligner, et cela c'est important, qu'aucun des 27 000 enseignants du secteur public dûment nommés n'accuse aucun mois d'arrivée de salaire. Présent au déjeuner de travail, le président de la République dit réfléchir avec le ministre de l'Éducation nationale sur un programme de logement au profit des enseignants. Michel-Joseph Martelly souligne également le courage des enseignants ainsi que leur amour pour le métier de l'enseignement. Toujours en ce qui concerne ce dossier, prenant également part à cette journée de célébration, le représentant du bureau de l'UNESCO en Haïti, Paul Gomis, a fait état d'une crise mondiale d'apprentissage, d'où la nécessité d'avoir des maîtres qualifiés pour atteindre les objectifs fixés pour 2015. Paul Gomis insiste en outre sur la protection des droits des enseignants. Paul Gomis était au micro de Tom Dumont. Les enjeux sont considérables. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise mondiale de l'apprentissage, puisque 250 millions d'enfants, dont plus de la moitié ont passé 4 ans sur les bancs de l'école, ne possèdent pas les compétences fondamentales. Équiper les enseignants pour la réussite est donc une priorité. Il faut pour cela une formation rigoureuse, de meilleures conditions d'emploi, un recrutement fondé sur la qualité et un développement judicieux, mais aussi attirer dans la profession de nouveaux talents, en particulier des jeunes et des femmes issus de communautés sous-représentées. Je viens de communautés sous-représentées. De meilleures conditions de travail, une grille salariale capable de répondre aux besoins des enseignants. Voilà en substance les revendications présentées par la secrétaire générale et la Confédération des enseignantes et enseignants haïtiens, CNEH. Laure Edith Joseph sollicite de l'État des ressources financières pouvant permettre à ses collègues d'avoir accès à une formation de qualité. Laure Edith Joseph était au micro de Tom Dumont. Nous réclamons de l'État haïtien, du ministère de l'Éducation nationale, en particulier des bailleurs de fonds, d'allouer des ressources financières pour permettre aux enseignants d'accéder à une formation de qualité. Parce que l'éducation de qualité repose sur 3 piliers. Des enseignants qualifiés, des outils de qualité et un environnement sûr. Nous entendons par là enseignants qualifiés, c'est-à-dire enseignants qui ont bouclé leurs études classiques et qui ont un parcours universitaire. Ensuite, de la formation continue pour les enseignants. Des outils de qualité, cela veut dire programme, laboratoire, manuel, et pour le travail en classe. Un environnement sûr, cela veut dire des infrastructures scolaires,
cantine scolaire, tout ce qu'il nous faut pour que l'élève se trouve dans un milieu idéal, je voudrais dire propice, favorable à l'apprentissage. En prélude à la journée mondiale des filles prévue le 11 octobre prochain, le ministère à la condition féminine, de concert avec l'UNICEF et l'ONG internationale CARE, a lancé une semaine en l'honneur des filles. Selon la ministre à la condition féminine Marie-Annick Mézil, de nouvelles structures ont été mises en place en vue de combattre toutes les formes de violence et discrimination faites aux filles. Marie-Annick Mézil informe qu'un projet de loi sur l'élimination de la violence que subissent les filles a été soumis à l'exécutif en vue de limiter les cas d'agression contre elles. Suivez les explications de la ministre à la condition féminine Marie-Annick Mézil au micro de Fridjin Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. En qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à renouveler à la jeunesse féminine du pays l'assurance de la sollicitude agissante du gouvernement de la République, lequel appuie sans réserve les démarches du ministère orientées vers l'habilitation des filles et l'application du principe d'équité de genre dans toutes les sphères de l'activité nationale. En termes d'action positive dans l'adoption des politiques publiques, permettez que nous citons certaines réalisations récentes, telles que publication de la politique d'égalité hommes-femmes, la promulgation de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation, la création de 4 maisons de femmes dans l'Ouest, le Nord, le Sud et la Grande Est, l'ouverture du Bureau national de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles et l'inauguration à Wanamet Nord-Est au mois de septembre écoulé de centre d'hébergement pour les femmes et les filles victimes de violences. Par ailleurs, il est à prévoir, dans un délai pas trop long, la transmission à l'exécutif du projet de loi cadre pour l'élimination de la violence sur toutes les formes contre les femmes et les filles. C'est sous le thème « Autonomiser les adolescentes pour briser le cycle de la violence » que la semaine des filles a été lancée ce lundi. Le directeur pays de CARE, Jean-Michel Vigreux, et le représentant de l'UNICEF en Haïti, Edouard Bedgebreder, ont tous deux renouvelé l'engagement de leurs institutions respectives envers Haïti et d'y soutenir le ministère à la condition féminine dans ses efforts pour éradiquer la pauvreté et toute forme d'injustice faite aux femmes et aux filles. Suivez tour à tour Jean-Michel Vigreux et Edouard Bedgebreder au micro de Fridjin Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. Journée, je dirais même cette semaine, en Haïti, vise à mettre en évidence les inégalités dont souffrent les filles en raison de leur sexe. Cette année, le thème mondial est autonomiser les adolescentes à briser le cycle de la violence. En Haïti, la violence commise à l'encontre des personnes est un phénomène qui est grave, notamment auprès des jeunes filles. La violence contre les enfants en Haïti est un réel fléau, un réel problème. Près de 2/3 des enfants de moins de 18 ans, filles et garçons d'ailleurs, ont subi une violence physique et environ 1/3 une violence psychologique pendant leur enfance. Et les raisons sont les suivantes. En fait, l'objectif de CARE, comme vous le savez, c'est vraiment d'éradiquer la pauvreté et toute forme d'injustice sociale. Et à ce titre, CARE voit considère que les femmes, tout en n'étant pas seulement les seuls pauvres dans le monde, sont la plupart du temps une fraction de la société qui sont davantage fragiles, qui sont davantage vulnérables, qui sont davantage pauvres. Et donc, notre concept est vraiment de renforcer la position de la jeune fille et de la femme au niveau social et économique. Dans le souci de scolariser les enfants qui n'ont jamais fréquenté l'école ou qui l'ont déserté, l'ONG CARE, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF, a mis sur pied un programme de scolarisation s'étendant à 4 départements géographiques du pays, à savoir le centre, l'ouest, l'Artibonite et la Gaudence. Suivez les explications du directeur pays de CARE, Jean-Michel Vigreux. Et donc, nous avons un programme, une initiative nouvelle de partenariat
que nous avons développé et que nous mettons en œuvre vraiment de façon étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, avec UMCOR, avec la Banque interaméricaine de développement, avec l'ID, avec l'UNICEF, avec d'autres acteurs qui vont se joindre au mouvement par après, et également au-delà de ces partenariats avec les collectivités territoriales, et dans un partenariat qui prend place dans 4 départements, l'Ouest, l'Artibonite, le Centre et la Grande-Anse. Et l'objectif de cette initiative est de ramener à l'école 50 000 enfants qui ont quitté le cursus scolaire ou qui n'ont pas pu y accéder pour diverses raisons. Et à ce titre, en fait, déjà cette année, nous avons déjà identifié plus de 13 000 enfants avec lesquels nous allons travailler durant cette année scolaire-ci. Donc plus de 6 000 sont déjà inscrits dans l'année scolaire actuelle. Haïti a célébré ce lundi 6 octobre la journée mondiale de l'habitat autour du thème Voix à des quartiers, améliorer les conditions de vie. La commémoration officielle s'est déroulée sur la place Boyer à Pétionville à l'initiative de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics en partenariat avec ONU Habitat et d'autres partenaires. Elle a réuni des dizaines d'habitants de bidonvilles de la commune, compte rendu Michel Alexis et Fézé Mathieu. Table ronde, expositions, projections de documentaires, animations culturelles ont été organisées sur la place Boyer à Pétionville pour marquer la journée mondiale de l'habitat ce 6 octobre. Devant une foule venue de divers quartiers de la commune, plusieurs représentants des secteurs étatiques, non étatiques et différents spécialistes de l'habitat ont pris la parole. L'occasion pour le directeur général de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, Ariadan, de rappeler la politique du gouvernement Lamotte en matière de logement. Les projets publics de logement seront mis en œuvre selon l'approche dite cité-service. Dans le cadre de ces projets, l'État viabilisera les terrains. Les ménages pourront acquérir une parcelle et ensuite bénéficier de l'accompagnement technique et financier de l'État pour construire leur maison de façon progressive. Présente en la circonstance, la mairesse de Pétionville, Ivanka Jolicoeur-Brutus, se dit, une fois de plus, engagée dans une dynamique de construction. Relever le défi de la reconstruction d'Haïti et de sa concrétisation dans le réel, visible, viable et durable sont autant de facteurs qui apportent l'espoir et font rêver d'une Haïti qui reprend sa place de la perle des Antilles dans le concert des nations. L'urbanisation et le développement doivent aller de pair, conseille de son côté la coordonnatrice de programme à ONU Habitat. Pour Sandrine Capel-Manuel, l'urbanisation est le moteur du développement. Un développement urbain qui permette la gestion des villes, la maîtrise de l'extension des villes, un développement qui inclut la résilience urbaine, un développement qui favorise l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants. Voix des quartiers, améliorer les conditions de vie, tel est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de l'habitat cette année. Une manière d'attirer l'attention sur la problématique des quartiers informels et les diverses initiatives visant à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Nous vous rappelons que la journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Ce 6 octobre, les Nations Unies invitent la population mondiale à réfléchir autour du thème « Donnons la voix aux bidonvilles ». Le réseau haïtien d'habitat salubre plaide en faveur de la salubrité dans les bidonvilles en vue de garantir une bonne santé aux populations des bidonvilles. Le coordonnateur général du réseau, le docteur René Domersan Jr., nous en dit plus. À l'occasion, je venais ça, année ça à côté que yo APC concentré sur qui gens bah yo a passé dans conditions yo y dans bidonville yo. Donc nous t'a même été accent sur importance gestion par exemple santé de l'eau et en général côté que si ou pas gain ça ou bien sous mal géré côté que yo à la base une série de maladies quand malaria, chikungunya et filario, typhoïde, on pile bail ça. Donc pour habitat capable salubre, il y a un minimum qu'on doit gagner, depuis gagner un minimum qu'on doit faire. C'est tout le monde et différentes catégories, différents secteurs qui pour mobiliser, qui pour faire plaidoyer, qui pour faire des suggestions, qui pour garder qui en condition qui pour capable aider ensemble à améliorer. Donc journée ça
ce n'est pas seule journée que nous devons consacrer sur ça, mais c'est une journée que nous prenons pour nous attirer l'attention monde sur la question, parce que affaire santé, on a fait 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Donc, pour négliger, ou prend. Donc, l'important pour nous attirer l'attention monde sous conditions de vie dans l'environnement, parce que si dans l'environnement, il y a un minimum qui n'est pas fait, nous sommes malades et nous ne connaissons pas qui ça qui touille nous. Le syndicat des travailleurs des agences maritimes a célébré ce lundi son 68e anniversaire. Une occasion pour le président du STAM de présenter le cahier de doléances des travailleurs, un cahier qu'il soumettra bientôt aux responsables de l'autorité portuaire nationale et qui réclame notamment de meilleures conditions de travail pour les membres du syndicat. Jean-Jackson François. Nous avons pile attente. Nous pouvons arriver à combler. Si nous apprenons à parler sur le plan social, nous ne pouvons pas la sécurité sociale là même. Il y a nous là qui mourent à 35-40 ans, qui ne peuvent même gagner les fonds de pension, qui ne peuvent même gagner assurance maladie, qui ne peuvent même gagner assurance de vie. Nous travaillons dans des conditions inhumaines. Côté conditions sanitaires, pas répondre du tout. C'est ça que fait le jour qui vient là, nous prenons une voix nous pour nous faire passer revendications nous par devant dirigeants APN. Il faut que toutes conditions réunies, les travail pour nous sentir nous confortables, pour nous sentir nous en sécurité, parce qu'en 2014, c'est inacceptable. Les travail accidenté pour ne pas avoir une ambulance en APN qui peut transporter l'hôpital. C'est inacceptable. Les travail besoin faire besoin pour ces 2 heures pour sortir pour le faire besoin. Si la pluie a tombé même, c'est une catastrophe. Tout travail a né dans l'eau en APN. Moment arrivé pour nous faire reconnaître que moteur, machine APN, l'irélé, ouvrier, syndicat des travailleurs des maritimes. Stable. Dernier rappel des titres avant de refermer ce journal, puis de réaction suite au décès de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Samedi dernier, des victimes de son régime dictatorial déplorent qu'il n'ait pas été jugé pour ses crimes. Et Jean-Claude Duvalier a-t-il droit à des funérailles nationales? Oui, ce, comme tout ancien président de la République, ambassadeur et président de l'Assemblée nationale, rappelle le professeur de droit international Henri-Robert Scarlin. Ouverture des tribunaux à la Cour de cassation ce lundi, l'occasion pour le président Martelly de déplorer les problèmes affectant le système judiciaire haïtien et de souhaiter que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'accordent pour corriger les dérives. À la une également, poursuite de la série de consultations entamées par le chef de l'exécutif avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de parvenir à une issue à la crise préélectorale. Ce lundi, Michel Martelly a rencontré les patrons de médias et des représentants d'organisations de journalistes. La journée mondiale des enseignants, c'était ce 5 octobre, l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de souligner des avancées significatives dans le traitement du personnel enseignant. Lancement de la semaine des filles, un prélude à la journée mondiale des filles prévue le 11 octobre prochain, initiative du ministère à la condition féminine de concert avec l'UNICEF et l'ONG internationale CARE. Commémoration de la journée mondiale de l'habitat autour du thème « Voir des quartiers, améliorer les conditions de vie » à l'initiative de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, un partenariat avec ONU Habitat et d'autres partenaires. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Télésignal. Au revoir.